Bonjour à tous, mon nom est Anne Mévélec. Je co-dirige avec Nathalie Berlone la revue Gouvernance qui est hébergée et pilotée par le Centre d'études en gouvernance de l'Université d'Ottawa. Et je suis ravie de vous inviter, non seulement vous inviter, mais vous accueillir dans le lancement de notre dernier numéro, le numéro 1 de 2021, qui était intitulé Cadre spatial et cadrage de la cause, l'inscription territoriale des problèmes publics. Alors afin de souligner les contributions et l'effort collectif qu'a représenté ce numéro, on a pensé qu'il était important d'en faire un lancement, même un petit peu tardif. Donc le lancement va s'organiser en 3 temps. Premièrement, je vais donner la parole à Sébastien Séga qui a piloté ce numéro d'une main de maître. Ensuite, Gilles Pinson nous fait le plaisir d'avoir accepté notre invitation et donc va nous proposer une petite lecture croisée pour amorcer la discussion avec plusieurs des auteurs qui sont là. Alors, j'en profite pour les remercier de leur présence. Il s'agit, outre Sébastien Séga, de Jeanne Toutous, Frédéric Vérel et Antoine Lévesque. Et donc, suite à un premier échange, eh bien, nous pourrons donner la parole aux questions ou aux remarques des autres membres de l'assistance. Alors, si vous voulez poser vos questions un petit peu plus tard dans la séance, vous pouvez soit lever la main et poser votre question à l'oral, soit intervenir dans la section questions et réponses et on surveillera vos commentaires et vos questions à ce moment-là. Alors, bienvenue à tous et puis je donne la parole à Sébastien. Oui, bonjour à toutes et à tous. Alors, la consigne qu'on m'a donnée, c'est de présenter très brièvement l'origine du numéro. Alors, je me suis dit qu'il y avait une double origine en fait, à ce numéro. La première, c'est tout bêtement une envie de travailler ensemble au départ, avec Anne et Nathalie. On avait envie de se rapprocher. On a fait rencontrer deux objets qui nous intéressaient au départ, hein, pour aller vite les problèmes publics et puis les questions de pouvoir local, hein. Et ça a donné lieu à une traduction organisationnelle, une section thématique du congrès de la FSP à Bordeaux en 2019, dont le numéro de revue gouvernance qui vient de sortir est l'aboutissement quelque part, hein. C'est le produit d'un travail collectif et d'une réflexion collective qui a débuté à Bordeaux. Et dans l'assistance, il y avait d'ailleurs Gilles à un moment donné, je me souviens. Donc ça, c'est la première origine et c'est toujours important de dire qu'il y a des relations interpersonnelles, il y a une volonté de travailler ensemble et il y a un travail de réflexion collective pendant un moment qui nous a occupés et qui a débouché sur ce numéro. La deuxième origine, hein, c'est qu'il y avait quand même une idée derrière tout ça. L'idée, c'était d'interroger les problèmes publics au local ou plus précisément de se demander quelle était la place du territoire dans la construction des problèmes publics. Alors, dit comme ça, il faut peut-être un peu le repréciser, hein. L'idée, c'était le pari un peu du numéro, c'était de sortir d'une définition trop restrictive de la notion de territoire, hein. Ne pas le penser d'abord comme un espace stable, mais comme un processus d'appropriation à la fois physique et symbolique. Deuxième façon aussi d'élargir un peu cette notion de territoire, hein, c'était essayer de ne pas le voir uniquement comme une échelle administrative ou politique avec un agenda sur lequel on inscrit des problèmes, mais aussi le voir plus largement comme une ressource qui peut, selon les cas, permettre de nommer un problème. Il y a des problèmes qu'on dit territoriaux. Territoire, c'est aussi une étiquette de problème public. Ça peut permettre de les cadrer, de justifier l'existence d'un problème, de le populariser, et bien sûr, de le mettre sur l'agenda, de le mettre en politique. Donc, voilà un peu l'idée de départ, la question de départ auquel tous les papiers essaient de répondre, et je l'espère d'une façon intéressante. Voilà pour ma petite présentation. J'avais dit que je serais très court. Je tenais juste quand même à remercier quelques personnes. Anne et Nathalie d'abord, hein, pour avoir aidé, soutenu ce projet, parce qu'elles n'ont pas été que coordinatrices de revue, elles ont travaillé intellectuellement sur ce truc-là. Et tous les contributeurs, alors on a déjà cité Jeanne, Antoine et Frédéric. Je voulais juste signaler qu'on a donc Chabia Etsana et Jeanne Chauvel qui ne pouvaient pas être là aujourd'hui et qui le regrettent. Et je tenais aussi à remercier Gilles, hein, bien sûr, d'avoir accepté de discuter brillamment, je n'en doute pas, tout ce travail. C'est bon, j'étais dans les temps? Parfait, à toi. Merci, merci Sébastien, et puis merci à tous à tous les trois de m'avoir donné l'occasion de lire ces papiers et puis de vous dire ce que j'en pense, que ça m'a inspiré
à la fois les réflexions et les questions qui sont venues à la lecture de ce dossier. Alors, ce n'est pas facile comme positionnement, mon positionnement, parce que j'ai affaire à des textes publiés, donc c'est compliqué. Le propos n'est pas, j'imagine, d'être un discours d'évaluation, d'amélioration des papiers, parce que voilà, les papiers sont là. Et puis, ce qui est un peu compliqué aussi dans ma position, c'est que d'une certaine manière, si j'aurais pu concevoir mon rôle comme celui consistant à tisser des liens entre les textes, mais en fait, le texte introductif de Sébastien l'a déjà fait. Donc voilà, du coup, ça non plus, je n'ai pas à le faire. Donc, je vais essayer de faire des remarques supplémentaires qui vont porter à la fois sur le dossier dans son ensemble, et notamment sur ce travail auquel s'est livré Sébastien, de tisser des liens entre ces textes. Alors, j'avais voulu commencer par une question consistant à dire est-ce que dès le départ, la consigne donnée aux auteurs qui ont soumis ces papiers, c'était celle consistant à vraiment axer la valorisation de leur travail de terrain sur la question de la fabrication des problèmes publics. Mais d'une certaine manière, Sébastien l'a dit, c'est-à-dire qu'il y avait une commande initiale qui portait sur cette question-là. Donc, le texte qu'il a écrit n'est pas un texte qui, a priori, tel que je le comprends, essaye de retisser des liens qui n'étaient pas forcément présents dès le départ. Bon, en même temps, je serais assez curieux qu'il nous raconte, Sébastien, comment, quand on fait une section thématique de ce type-là, avec un peu ambitieux sur des thématiques un peu émergentes, on a souvent le risque d'avoir des papiers qui valorisent un terrain, et je considère que la consigne donnée par les organisateurs est assez secondaire. On a eu ça pareil à Bordeaux sur la question de contester les métropoles. L'idée de contester la métropole était tellement exotique qu'on n'a pas forcément eu des papiers qui traitaient de la question, qui traitaient de métropole, qui traitaient de contestation, mais pas forcément de contestation de la métropole. Donc j'aimerais bien qu'il nous dise à un moment donné comment il a galéré éventuellement pour essayer de ramener ses ouailles dans le droit chemin. Parce que ça, c'est toujours un mystère. Comment on fait parce que on sait très bien que les soumissions d'articles à des sections thématiques comme ça, à des panels, sont souvent des soumissions opportunistes. Mais on comprend très bien, parce qu'on a des jeunes auteurs qui doivent soumettre quelque chose. Donc après, comment on fait en tant que coordinateur de numéros pour retisser du lien? Est-ce qu'on le fait dans l'introduction? Est-ce qu'on fait réécrire les papiers aux auteurs? Voilà, donc ça, j'aimerais bien qu'on rentre un peu dans les entrailles de la bête. Alors, j'ai des remarques générales sur ce cadrage, et puis ensuite, j'aurai des remarques spécifiques à chaque papier. Alors, qui portent aussi, je vais me permettre de faire des remarques, les absents ayant toujours tort, aussi sur les papiers de Chabière et de l'autre, Jeanne, que j'ai aussi lu, que j'ai lu aussi attentivement que les autres. Et puis voilà, si vous voulez vous en faire l'écho, bon, il y en a un, je peux aller le voir assez facilement, Chabière, mais Jeanne Chauvel, j'aurai peut-être moins l'occasion. Alors, sur le cadrage général. Alors, Sébastien, tu tisses des liens entre les papiers, et tu essayes, comme il se doit, d'aller chercher des points communs. Et ce qui m'a frappé, effectivement, c'est le choix de retenir un cadrage fabrication des problèmes publics. Alors, je trouve que c'est un choix courageux, parce que ça n'allait pas de soi, tu l'as bien dit, ça procède d'une insatisfaction à ne voir jamais vraiment ces deux aspects mis ensemble. Donc, je trouve que ce cadrage, fabrication des problèmes publics, c'est courageux, ça ne va pas de soi, c'est novateur, je trouve ça assez stimulant. Alors, je trouve que ça marche bien sur certains textes. Alors, je suis désolé, je vais un petit peu distribuer des bons points, c'est peut-être un peu le jeu. Je trouve que ça marche bien, notamment sur le texte de Jeanne Chauvel sur le Grand Paris. Voilà, on voit bien dans ce texte comment selon que la question de la gouvernance métropolitaine est construite autour des enjeux de solidarité ou des enjeux de rayonnement, on n'a pas du tout les mêmes déclinaisons en termes de politique publique, et on n'a pas du tout les mêmes rapports de force et les mêmes hiérarchies entre acteurs. Je trouve que ça marche aussi assez bien sur le texte d'Antoine Lévesque, sur les transports collectifs dans le Grand Lyon, parce que là encore, selon que le problème auquel s'adresse une politique de transport en commun, selon que le problème est celui du transport des gens, des masses laborieuses ou
selon que l'objectif, c'est plutôt de donner à une agglomération un outil technologique prestigieux comme un métro lourd, là aussi, ça n'engage pas les mêmes solutions, ça ne mobilise pas les mêmes types d'acteurs et d'organisations. Donc, on voit bien que la fabrication du problème territorial et même la fabrication des échelles territoriales auxquelles on cale l'action publique n'engage pas les mêmes solutions, n'engage pas les mêmes types d'acteurs, les mêmes organisations, les mêmes rapports de force. Donc ça, c'est plutôt concluant. Alors, après, je me suis fait la réflexion en lisant plutôt les autres papiers, si d'une certaine manière, ces papiers-là n'auraient pas nécessité finalement un autre type de cadrage ou de propos subsumants, peut-être plus classiques, mais peut-être aussi plus efficaces. Je trouve que, par exemple, le papier de Frédéric Vérel sur le Maroc traite plutôt le territoire comme une ressource. Et pas uniquement comme une ressource pour construire un problème, mais plutôt comme une ressource organisationnelle à la disposition d'un acteur politique, d'un entrepreneur de cause. Je trouve que c'est un peu la même chose dans le papier de Jeanne Toutous sur les questions linguistiques en Lusace et en Bretagne, où là aussi, il m'a semblé que la question de la construction des problèmes était moins apparente que l'utilisation du territoire comme ressource. Voilà. Alors, voilà, du coup, j'aimerais bien vous entendre là-dessus, le coordonnateur et les auteurs, c'est-à-dire que voilà, est-ce que la consigne de départ sur cette question de la fabrication des problèmes publics vous a posé difficulté? Est-ce qu'au coordinateur, ça a nécessité qu'il reprenne les papiers pour qu'il ramène les auteurs à la question de la fabrication des problèmes publics? Alors, voilà. Et puis, j'ai une question plus précise et plus insidieuse adressée à Sébastien. Pourquoi fabrication des problèmes publics? Pourquoi fabrication et pas construction? Je ne sais pas, est-ce que c'est un lien avec ton côté boltanskien? Est-ce que, je sais pas, pourquoi fabrication? Vous avez une perspective plutôt constructiviste, donc pourquoi pas construction, quoi? Ouais. Est-ce que tu as voulu te démarquer d'une autre approche strictement constructiviste, généalogique et être dans autre chose? Voilà, j'aimerais bien t'entendre là-dessus. Après, alors, là aussi, c'est toujours plutôt une question qui s'adresse à Sébastien. Tu parles de la notion de spatial turn. Je suis avec des Québécois, donc il faut que je fasse gaffe à la prononciation en anglais quand même, pour que je fasse trop en français. Tu parles de spatial turn. Donc, pourquoi tu parles de spatial turn? Tu dis qu'elle a profondément marqué l'analyse des mobilisations collectives. Disons que je reste à convaincre. Qu'est-ce qui permet de dire ça, qu'il y a un spatial turn? Parce que bon, je sais pas, j'ai peut-être un discours de déploration lié à la trop forte présence d'Éric Zemmour dans le débat public français, mais j'ai l'impression que le spatial turn en sciences politiques et en général francophone, française et en analyse des mouvements sociaux, il n'est pas non plus massif. Même sur la question des mobilisations, alors effectivement, il s'appelle Laurent Jean-Pierre qui parle d'une espèce de relocalisation du politique dans ses travaux sur le gilet jaune, mais en même temps, une fois qu'il a dit ça, il ne va pas beaucoup plus loin. Il y a bien effectivement ces travaux de Stéphanie Deschézelle et Maurice Olive sur la question du territoire, de l'espace comme ressource, comme ressort de mobilisation. Mais tu vois, j'ai pas l'impression que la question du territoire soit aussi présente aujourd'hui dans les analyses de sciences politiques mainstream qu'elle peut l'être dans les analyses d'économie politique, quoi. Donc, en fait, j'ai du mal à voir, moi, ce spatial turn. J'ai plutôt l'impression que notre génération, là, Anne, toi et moi, on fait plutôt partie de la queue de la comète des gens qui sont intéressés au territoire en sciences politiques françaises, quoi. J'ai pas l'impression que ça soit super hype en ce moment de continuer à travailler là-dessus. Voilà. Donc, est-ce que c'est, quand tu dis ça, c'est juste un wishful thinking, c'est juste une manière de te mettre du baume au cœur, ou est-ce que tu y crois vraiment? Et comment ça se manifeste? Voilà, je suis un peu intrigué par ça. Alors, il y a une dernière question sur ce cadrage. Je trouve qu'il y a un truc qui manque
à la fois dans le papier de cadrage et dans la discussion, c'est la question du territoire comme modalité de coordination dans l'action collective. Alors, je trouve que ce n'est pas très présent, sauf dans les travaux de gens qui sont par ailleurs plutôt intéressés par la question de la socio-économie des territoires, par la question de territorialisation de l'économie. Donc, chez Chabière, c'est assez présent dans son travail. Le territoire, ce n'est pas uniquement une ressource identitaire, ce n'est pas uniquement une ressource pour cadrer les problèmes publics, c'est une modalité de coordination, d'articulation des acteurs. À côté du marché et de l'État, il y a toujours cette idée que, comme mode de coordination mobilisé dans l'action collective et dans l'action publique, qui est une forme d'action collective, il y a l'État, il y a le marché, et il y a autre chose, et dans cette autre chose, on met souvent la communauté, le territoire. Ce n'est pas très présent, et ma question, c'est si tu avais à l'articuler avec tout ça, comment tu ferais? Voilà. Et donc après, j'ai des commentaires plutôt sur les textes. J'ai pris bêtement l'ordre des textes dans le dossier. Alors, le texte de Jeanne Chauvel, je trouve que c'est peut-être pour ça qu'il arrive en premier. Je trouve que d'une certaine manière, c'est celui qui peut-être fait le mieux honneur à l'approche défendue dans l'introduction. Voilà, on voit bien comment il y a bien des manières de construire le problème et les échelles du Grand Paris qui varient énormément d'un acteur à l'autre, d'une période à l'autre. Donc ça, on le voit très bien, comment au départ, quand la question est prise en charge par Pierre Mansat, fameux élu communiste auprès de Bertrand Delanoë, on est vraiment sur une question qui pose un cadrage qui pose un problème des solidarités, des connexions entre les territoires. Et puis voilà, quand la chose est reprise en charge par l'État, par Sarkozy et par Christian Blanc, là, on est très clairement sur un enjeu de rayonnement, de compétitivité. Alors, j'ai été moins séduit par la mise en œuvre de la méthode ACM. Je trouve que voilà, cette méthode-là, c'est un peu comme le process tracing. C'est un peu mettre de la complexité méthodologique et notionnelle, là, on n'en a pas vraiment besoin. Voilà, mais à part ça, je trouve le papier très bien. J'ai vraiment trouvé qu'il y avait des pépites, notamment toutes les citations relatives à la manière dont Christian Blanc justifie sa vision du Grand Paris et sa manière de travailler. C'est quand même assez frappant. Voilà, le Grand Paris, c'est un enjeu de rayonnement pour la France. Et pour arriver à faire rayonner le Grand Paris, il vaut mieux quand même évacuer les élus locaux. Donc ça, j'ai trouvé ça bien. Alors, le papier de l'autre Jeanne, c'est Toutous ou Toutou Toutous. Bon. C'est Toutous. Elle a des problèmes de son. Ok. C'est Toutous. Ok. Je trouve que c'est un papier très intéressant sur la compétition entre des entreprises qui essaient de construire un enjeu linguistique, de le rétrécir, au contraire de l'élargir, notamment sur la Bretagne, c'est très intéressant comment il y a une volonté de réduire la question linguistique à celle du breton, alors que les Galaisans essaient de l'élargir à celle du gallo. Et en même temps, autant je vois dans ce papier, c'est marrant parce qu'il y a à la fois une vraie réflexion sur la manière dont on construit un problème, et en même temps, même si ça parle de langue régionale, je trouve que le territoire n'est pas très présent. Je ne vois pas bien dans ce papier comment le territoire est un levier, un outil, un ressort de construction de problème. Il apparaît, pas forcément directement, ou quand il apparaît, je n'ai pas trouvé que ça soit, et c'était de manière très convaincante, notamment l'histoire entre la Lusace, la Haute-Lusace, la Basse-Lusace et la Lusace centrale. J'ai trouvé que c'était un peu périphérique. J'aimerais bien que Jeanne nous dise un peu, qu'elle justifie un peu mieux le fait que le territoire, les échelles sont quand même très mobilisées dans ces luttes concurrentielles autour des enjeux linguistiques. Alors, sur le papier de Chabière, je trouve que là aussi, j'ai trouvé que l'auteur galérait un peu à rentrer dans le cadrage territoire et la fabrication des problèmes. Alors, il s'en sort en donnant à voir deux situations contrastées, une situation où le territoire est valorisé discrètement, où la mise à l'agenda des enjeux territoriaux est plutôt une mise à l'agenda entre experts, entre acteurs impliqués. Donc, c'est le côté du Sud-Land, et un autre où le territoire est brandi comme ressource identitaire pour créer un problème de coopération territoriale.
Mais voilà, mais en filigrane, je trouve que ce qui ressort des deux cas, et là je trouve que le retour du refoulé de Chabière revient bien, c'est la manière dont le territoire devient un opérateur des coopérations, un mode de coordination, parce qu'il active des cadres identitaires communs, parce qu'il permet de construire des rapports de réciprocité. Voilà, donc je trouve que Chabière reste un peu dans son couloir. Il a un peu du mal à aller vers ton approche construction des problèmes. Voilà. Après, j'aurais bien aimé l'entendre, mais bon, je ferai ça autrement, sur sa notion de contestation par projet. Là. Forcément, j'étais assez séduit, mais en même temps, j'avais un peu de mal à voir ce qu'il y avait derrière. Alors, le papier d'Antoine Lévesque, là, enfin, comme je le disais, hein, je pense que c'est celui qui rentre mieux dans le cadrage proposé par Sébastien. Voilà, où le cadrage territoire et fabrique des problèmes publics marche bien. On voit bien encore une fois la concurrence déséquilibrée entre deux manières de formuler un problème territorial ou spatial, c'est-à-dire à quoi et à qui doit servir une politique de transport collectif, à quelle échelle et par qui elle doit être prise en charge. Voilà, donc là, je trouve que ça marche bien. Après, Antoine ne sera pas étonné, hein, mais je trouve que le texte est très marqué par le tropisme lyonno-lillois, c'est-à-dire cette manière de considérer d'entrée de jeu et de rester sur cette position-là que les instances de gouvernance métropolitaine à la française sont condamnées à dépolitiser et à évacuer des enjeux conflictuels et donc à pénaliser ceux qui auraient le plus besoin de gouvernance métropolitaine et d'une politisation de la métropole. Alors, on peut être plus ou moins d'accord, hein, en fonction des époques et des cas. Par contre, j'aurais envie de demander à Antoine comment se fait-il que dans ce même contexte, qui n'a pas forcément résolument changé entre différentes périodes, comment il explique que cette même gouvernance territoriale métropolitaine fonctionnant à la dépolitisation au consensus a empêché d'irriguer Vaux-en-Velin, banlieue populaire en transport en commun, alors que d'autres territoires comme Vénissieux ou Bron ont été mieux servis à la fois par le métro puis le tramway. Voilà. Puis l'autre aspect, c'est, je me suis toujours demandé, mais est-ce que l'éviction de Vaux-en-Velin de la desserte par métro, est-ce qu'elle est due à l'ostracisme des communistes ou est-ce qu'elle est davantage liée à cette forme de gouvernance métropolitaine à la française très spécifique? Voilà. Alors, je terminais par le dernier papier, hein, celui de Frédéric Vérel sur la réparation communautaire au Maroc, hein, donc tous ces dispositifs de justice transitionnelle qui permettent de réparer des dégâts faits par un régime autoritaire dans des périodes au contraire de réconciliation. Alors, j'ai trouvé que c'était le papier qui est très riche en matériaux et on sent que l'auteur est un spécialiste de ces questions de justice transitionnelle, spécialiste du Maroc. Par contre, malgré cette richesse de matériaux, j'ai trouvé que c'était celui qui avait le plus de mal à raccrocher les wagons avec la question de la place au territoire. On sent bien le spécialiste de justice transitionnelle qui se met au territoire. Et en même temps, voilà, c'est un métier, le territoire. Donc, ce n'est pas toujours forcément évident d'opérer cette transition. Et plus sérieusement, je trouve que là, très clairement, le territoire, c'est davantage une ressource pour construire des causes, des entreprises humanitaires de réparation, pour permettre des reconversions de militants. Moi, j'ai moins vu quand et comment le cadrage territorial s'installe dans ce dispositif de gestion de la transition. Alors, on voit bien comment certains acteurs se positionnent sur des réparations localisées. J'ai moins vu comment tout cela pouvait avoir un impact sur la manière dont la justice transitionnelle était gérée globalement au Maroc. Voilà. Donc, vous voyez, je crois que je n'ai pas fait beaucoup plus que 15-20 minutes. Voilà, j'ai été sage. Donc, voilà, je vous remercie encore une fois de m'avoir donné l'occasion de lire ces papiers. Et puis, voilà, j'ai hâte d'entendre à la fois Sébastien nous dire comment il a géré son rôle de coordonnateur et voilà, les auteurs qui sont là, si vous pouvez me répondre à un certain nombre de commentaires que j'ai faits. Voilà, j'en serais très heureux. Merci. J'ai peut-être juste une question technique. Est-ce que Jeanne nous entend maintenant? Jeanne Toutous? Jeanne entend, mais elle a manqué. Elle vient de se reconnecter. Donc,
Elle n'a pas pu Est-ce que entendre Gilles la... pourrait peut-être juste rappeler les questions parce qu'elle ne les a pas entendues? Si tu veux bien reprendre juste pour Jeanne. C'était juste ça mon truc. Je ne sais pas s'il a entendu. Ton son est coupé, Gilles. Est-ce qu'elle nous entend là? Parce que si elle ne nous entend pas là, Alors, je lui ai transmis la question retraduite dans mes mots dans le chat Bon, c'est personnel. bon alors, c'est bon. mais Donc, peut-être on que peut- Sébastien, ouais, quand ce sera son tour, je pourrai Ouais, voilà, on fera ça comme ça. Ouais, Ouais. tout à fait. On va se débrouiller. On va voir ce qu'elle a compris. Je ne sais pas comment vous voulez faire. Vas-y, Anne, dis-nous comment tu penses que je pense qu'on peut y aller dans l'ordre des remarques et je veux remercier Gilles pour cette lecture. Puis, bien honnêtement, je n'avais pas pensé que l'exercice serait si délicat, la commande en tout cas. Donc, à bien y penser, on va réfléchir à la formule. Donc, tu peux y aller peut-être Sébastien, puis après, chacun des auteurs, ça donnera peut-être le temps à Jeanne de se reconnecter pour de vrai d'ici là. Anne, excuse-moi de t'interrompre. Jeanne vient de m'écrire qu'à chaque fois qu'elle ouvre son micro, le son s'éteint. Ouais. Alors, ça va être compliqué. Bon. On va essayer de répondre, en tout cas ceux qui peuvent. Je vais copier-coller dans la discussion mes remarques. Comme ça, elle aura au moins. Donc, je commence, j'ouvre le bal. Moi, j'avais bien compris que ce serait une position délicate pour Gilles. C'est pour ça que je lui ai proposé, d'ailleurs. C'est pour l'embêter. Non, plaisanterie mise à part, les questions que tu poses sont, comme d'habitude, très pertinentes et très embêtantes. Alors, je vais commencer par... je ne vais pas forcément les prendre dans l'ordre et pas répondre à tout, parce que je veux laisser la parole aux autres aussi. Peut-être commencer par la question sur la fabrication. Est-ce que le terme de fabrication est un choix délibéré? Oui, j'aime bien les mots, donc je l'ai un peu choisi. Effectivement, ça renvoie, et ça permet de répondre à une autre question. La volonté de parler de fabrication plutôt que de construction, c'était aussi pour éviter le biais symbolique qu'il y a parfois dans les approches constructivistes des problèmes publics. Et parler que d'étiquettes, de naming, etc. Et c'est pour ça, par exemple, que quand tu parles de ressources organisationnelles dans certains papiers, moi, je considère que, mais ça, on pourra en discuter, effectivement, que ces ressources organisationnelles, elles font partie d'une fabrique. C'est-à-dire que la fabrique, c'est quelque chose de très concret aussi. Alors, si c'est peut-être mon côté boltanskien avec les épreuves, hein, peut-être aussi, mais il y a effectivement, on crée des dispositifs, on crée des espaces, et on crée des ressources organisationnelles qui participent à l'objectivation d'un problème. Et donc, dans ce cadre-là, le terme de fabrication qui renvoie aussi à cette idée, quand on fabrique, on a une idée, un concept, mais on a aussi des matériaux très concrets. Elle me plaît bien. Voilà. Donc, je ne l'ai pas explicité nécessairement, mais c'est aussi ça l'idée qui est derrière. Sur l'idée du spatial turn, je pense que du tournant spatial, effectivement, on peut peut-être le traduire, je pensais moins effectivement à la science politique française, dans les faits, que ce qui se passe dans l'approche en sociaux en France, en géographie beaucoup. En géographie, il y a beaucoup maintenant d'approches des mouvements sociaux qui intègrent des trucs comme ça. Mais on est effectivement dans un mouvement plutôt nord-américain et finissant aussi en Amérique du Nord, hein, mais qui, pour moi, a des échos aujourd'hui en France décalés. Mais encore une fois, je ne parlais pas forcément de je regarderai comment je l'ai dit, hein, mais je ne pensais pas forcément à la science politique quand j'ai dit ça. Et plutôt pas du tout d'ailleurs à la science politique. Je pensais plutôt à ce qui se passe en sociaux, sur les travaux récents et en géographie sociale. Donc ça, c'était pour une réponse rapide. Sur la question, tu me demandes un truc très délicat, c'est de rentrer un peu derrière dans la fabrique, pour le coup, du numéro. Et puis, si je comprends bien ta question, c'est qu'est-ce qui relève de la construction ex ante ou de la rationalisation ex post. Je serais tenté de dire que c'est toujours un peu, il y a toujours un peu des deux, hein, bien sûr. Notre volonté, je dis ça parce qu'on était un collectif, et même si j'ai joué un rôle là-dedans de coordinateur, c'était effectivement d'amener des gens qui, comme dans tout ST, étaient venus avec des préoccupations, qui étaient tu l'as très bien dit, des préoccupations de terrain, des ramener vers une problématique commune. Je trouve que je serais moins méchant, je ne sais pas si tu as été méchant, moins cruel que toi, je ne sais pas comment il faut le dire, non, je rigole. C'est pour t'embêter que je dis ça. Non, mais je trouve que
Malgré tout ce que tu dis, j'entends hein, ce que tu dis, je trouve qu'il y a eu un vrai effort. Alors, c'est passé par des allers-retours, il faut être très net, hein, entre textes, il a fallu passer des consignes, etc. On a vraiment travaillé là-dessus. Je trouve qu'il y a eu un vrai effort pour essayer d'entrer dans ces problématiques qui n'étaient pas, effectivement, forcément les problématiques d'entrée des recherches concernées. Hein, très clairement, la plupart de ces recherches n'entraient pas par une question de type problème public. Ce que je trouve, alors, on peut le voir comme une limite, et c'en est une aussi, hein, quelque part. C'est ce qui fait aussi, je trouve, la richesse du numéro. C'est-à-dire que quelque part, on a des gens qui ont un matériau qui n'est pas classique par rapport à la construction des problèmes publics et qui sont amenés à se poser une question qui ne se posait pas. Et je trouve que ça donne des résultats très intéressants dans tous les papiers. Voilà, même, enfin, Frédéric répondra lui-même, mais moi je pense qu'on peut le défendre de ce côté-là, le papier de Frédéric aussi, mais je le laisserai le défendre, puis je l'aiderai s'il veut. Je trouve qu'il y a effectivement des éléments de territorialisation des problèmes publics dans son truc. Donc je pense que ce que tu dis là, on l'a de manière classique dans beaucoup de numéros, là, redoublé par cette difficulté-là. C'est-à-dire qu'on n'a pas des gens qui sont des spécialistes a priori des problèmes publics. Mais qui ont une entrée justement qui permet d'accéder à des matériaux un peu surprenants. Ça me permet de rejaillir sur sur le papier de Chabière. Il n'est pas là, donc on peut lui faire dire n'importe quoi, ça tombe bien. Et ta question sur les ressources économiques, je trouve que c'est justement, moi je trouvais bien qu'il y ait un papier autour de ça, et qu'on ait une entrée qui interroge finalement la coopération économique et tout ce qui va avec, comme un problème public, ce qui n'est jamais fait. C'est-à-dire qu'on fait finalement comme si c'était un mode de régulation. Sauf qu'il y a des dispositifs, et ça Chabière le montre assez bien, qu'on met en place pour en créer, etc. Donc, il y a bien une sorte de mise à l'agenda. Et je pense que j'ai poussé un peu Chabière sur ce terrain-là. Je ne dis pas que tu as dit qu'il était resté dans son, je sais pas comment tu as dit ça, resté dans son couloir, c'est ça l'expression que tu as employée. Je pense que je l'ai un peu bougé de son couloir quand même. Et je pense que, justement, lui-même, non, c'est pas, il a bougé un peu de son couloir. Et je pense qu'il s'est posé des questions qui ne se seraient pas posées s'il n'avait pas participé à ce numéro. Alors, si c'est le seul mérite du numéro, c'est déjà pas mal, tu vois. Je m'arrête là. Autrement, je vais être trop bavard, je me connais. Merci Sébastien. Donc là, je pense qu'on a toujours un petit problème avec Jeanne, mais peut-être je peux donner la parole à Antoine dans ce cas-là. Oui. D'accord. Alors, tout d'abord, merci à Gilles hein, pour ce retour sur le numéro et sur mon article en particulier. Je suis désolé, là, du coup, mon intervention risque d'avoir des petits bruits de bébé. J'espère que ça gêne pas trop la discussion. Non, c'est trop mignon. C'est marrant parce qu'en Master 2, je crois, donc j'ai fait un mémoire sous la direction de Gilles, et je crois que c'est l'année où vous avez eu le vôtre, il me semble. C'est aparté. C'était en 2012, oui. Bien ça. Alors en tout cas, donc encore une fois merci. Donc j'avais peut-être 3 éléments de réponse hein, sur le retour. D'abord sur la construction ou la fabrication des problèmes publics, moi ça m'allait plutôt bien effectivement comme porte d'entrée sur ce que je voulais raconter parce qu'en fait ce que je voulais montrer dans ce papier c'est que le problème de desserte de la banlieue populaire il était défini à ce moment-là à Lyon dans la banlieue dans les années 60-70 d'une manière assez différente de ce qu'il allait être par la suite et je finis un peu le papier là-dessus en disant donc en gros desservir les grands quartiers d'habitat social, c'est en ces termes-là, en gros, que les aménageurs de l'ASU et la municipalité communiste essayent de construire ce problème-là dans les années 70. C'est une manière de construire ce problème qui va laisser la place ensuite. Alors ça, c'est finalement pas dans la chronologie évoquée dans le papier, mais une autre manière de le formuler qui est faire venir des transports en commun en banlieue pour faire du renouvellement urbain et pour faire de la mixité sociale. C'est un peu ça. Et donc, moi, dans ma thèse, je montre
que cette définition du problème, elle évolue dans le temps. Et l'enjeu du papier, c'était bien de montrer qu'il y avait une certaine définition qui était plutôt, qui permettait justement une alliance entre l'Amérique communiste, l'État, en tout cas les composantes de l'État qui intervenaient dans l'aménagement de la ZUP, mais pas du tout l'intercommunalité qui était cette nouvelle échelle d'action publique et cette nouvelle institution qui s'imposait à la fin des années 60 sur cette compétence transport, mais sur d'autres également. Du coup, par rapport au prisme, au tropisme néo-lillois, effectivement, peut-être que dans l'introduction, je reviens peut-être un peu trop peut-être là-dessus aussi, mais par rapport à ce que je dis, moi, il me semblait qu'à ce moment-là, en tout cas, dans le temps, hein, la chronologie évoquée dans le papier, on a plutôt une politisation en fait, une politisation assez marquée hein, de l'intercommunalité, gauche-droite, qui recoupe en partie une certaine banlieue, en tout cas, contre les deux villes-centres. Et justement, ça, effectivement, ensuite, pour moi, ça évolue. Et les institutions métropolitaines travaillent effectivement ensuite à la dépolitisation d'une question, enfin, non seulement de la desserte de la banlieue, mais surtout en fait de la répartition des richesses intercommunales sur l'ensemble du territoire. Voilà. C'est surtout ça qui est dépolitisé pour moi. Et puis alors sur Bron, Vénissieux ou d'autres communes de l'agglomération qui ont été mieux, on va dire, desservies, en fait, pour moi, ça renforce ce propos. Alors, c'est des dessertes qui nous amènent aussi dans un temps qui n'est pas celui du papier, encore une fois. Mais en fait, il y a des raisons tout à fait, il y a des raisons de planification. Comme je le dis déjà dans le papier, Vénissieux ou Vanvelin, c'est les deux principales communes qui accueillent le plus de quartiers d'habitat social dans cette agglomération lyonnaise. Et en gros, hein, depuis les années 70, il y a régulièrement une planification pour dire qu'il faut des infrastructures de transport importantes pour ces deux communes. Après, effectivement, cela n'advient pas pour la commune de Vaux-en-Velin, ou en tout cas de manière renouvelée en fonction d'un nouveau problème qui est celui du renouvellement urbain, comme j'ai dit. Et du coup, ce n'est plus les quartiers d'habitat social qui sont desservis, mais un projet un projet de construction qui permet, enfin, qui a la vocation d'attirer justement de nouveaux acteurs économiques et des nouveaux habitants. À Vénissieux, c'est un peu moins le cas, mais c'est aussi lié en fait au fonctionnement de ces institutions métropolitaines et notamment, donc je le redis, c'est un objectif qui est de desservir les banlieues populaires et Vénissieux et Vanvelin, qui est affirmé dans les documents de planification, mais ça n'advient qu'à partir du moment où le président du Citral, l'autorité qui gère les transports, trouve refuge à l'issue d'une campagne municipale où il se fait, entre guillemets, il se fait exclure de la liste socialiste de Villeurbanne. Il trouve refuge à Vénissieux. Ça participe aussi à accélérer en fait l'avancée du dossier, puisque alors il y a différentes choses, hein, mais il y a notamment en fait cet axe de dessert qui devient prioritaire à ce moment-là. En fait. Pour Bron, c'est à peu près, c'est pas aussi, on va dire, politique, mais c'est à peu près la même idée. C'est le plan de déplacement urbain de 97 qui acte un désaccord entre le Parti socialiste aussi et Raymond Barre à la tête de la communauté urbaine. Donc voilà, ça me fait rentrer un petit peu plus dans le terrain et dans les données empiriques, mais pour moi, c'est quand même ça qui compte assez largement, au moins autant, enfin, ça fait accélérer tout ce qui est planifié par ailleurs dans des documents d'agglomération. Et ça ne se passe pas à Vanvelin parce qu'à Vanvelin, il y a à un moment donné une opportunité, mais qui y compris du côté du maire communiste, est plutôt saisie pour alimenter la construction d'un nouveau projet urbain qui ne concerne pas du tout la ZUP de Vanvelin.
Je ne sais pas si… Merci Antoine, ouais. Si. Merci en tout cas. Merci Antoine. Jeanne a pu répondre par écrit. Alors juste pour le bénéfice de tous, Nathalie, si tu pouvais lire la réponse de Jeanne. Et après, Fred, tu pourras prendre la parole. Alors, aux commentaires qui avaient été soulevés pendant la présentation de Gilles, Jeanne répond « Merci de m'avoir répété la question sur la non-centralité du territoire dans ma réflexion. Je me suis rendu compte en relisant, je voulais traiter trop d'enjeux à la fois, l'idée de montrer que l'action collective en faveur des langues régionales et minoritaires nécessitait de s'appuyer sur un territoire, mais que celui-ci était souvent un territoire symbolique non congruent avec les territoires officiellement découpés de l'action publique. Le problème se pose alors aux groupes d'action collective et leur appui sur des territoires finalement concurrents et différents qui relèvent davantage de l'infra-régional, du pays, voire du village, sans parvenir à se tenir au territoire régional alternatif, c'est-à-dire la Bretagne à 5 départements et le territoire de l'Usace, revendiqués dans les récits. Néanmoins, j'avoue ne pas avoir suffisamment détaillé la matière de ces micro-territoires significatifs pour les pratiques militantes dans l'action collective linguistique. Il n'y a aucun problème, Jeanne, pour moi de lire à haute voix. C'est un problème technique, il n'y a pas de contrôle. On n'a pas de contrôle là-dessus maintenant. Tout est hors de notre contrôle. Merci, Jeanne, de la réponse. Vas-y, Fred. Ben, merci beaucoup à Gilles pour la lecture du papier. C'est toujours intéressant d'avoir des points de vue et de voir comment les textes sont saisis à partir de différentes positions ou à différentes logiques. Oui, dans le texte, le territoire, c'est une ressource. Et peut-être que là, je me disais qu'à un moment, j'aurais peut-être pu distinguer d'ailleurs entre un territoire et un terroir. Il y aurait peut-être eu quelque chose à creuser. Je pense que je réponds bien au type d'auteurs, c'est-à-dire donc qui lisent le texte de la ST et qui se disent « Ah, tiens, ça me parle », d'accord. Donc, en termes plus techniques, hein, c'est ce que Veyne appelle l'allongement du questionnaire, hein, se poser des questions qui ont pu être posées ailleurs et avant et qui font apercevoir des choses qu'on n'avait pas jusque-là aperçues. Et donc, pour mes propres préoccupations, l'enjeu, là, c'était d'avoir une perspective, de préciser la genèse de la réparation communautaire au Maroc et donc d'aller creuser littéralement vraiment au cœur, aux origines de comment est-ce qu'on s'est mis à modifier le regard sur à la fois ce qu'avait été la répression et comment elle avait fonctionné, sur ses effets sur les populations, et dans un deuxième temps sur la tentative de traiter des effets de cette répression. Et ce qui est intéressant, c'est que, en quelque sorte, c'était le titre hein, d'un de mes projets de demande de financement, c'était comment est-ce qu'on passe de ces tout petits, c'est des hameaux, hein, c'est vraiment des tout petits bleds, et donc avec des petites élites locales. La figure centrale de ces territoires, c'est l'instituteur, pour une raison simple, c'est que les instituteurs sont en quelque sorte à mi-temps, ce qui veut dire que ça libère du temps pour l'action collective plus que pour la mobilisation contestataire, parce qu'ils ne sont pas du tout dans une posture contestataire. Et comment est-ce que ces préoccupations très localisées de petits intellectuels locaux rejoignent des problématiques internationales, ce qu'il est convenu d'appeler la justice transitionnelle. Alors, le territoire, là, d'une certaine manière, si je peux me permettre, il saute au visage parce que ce sont des gens qui ont vécu littéralement à l'ombre des bagnes. Et ça transforme au Maroc la façon dont on envisage ce qu'était la répression. Donc, ça veut dire aussi l'histoire même de la répression.
qui était jusque-là une histoire, en fait, c'est intéressant, c'était une histoire qui était en fait faite par des cadres dirigeants d'anciennes entreprises de mobilisation, d'anciens mouvements sociaux, et qui sont très localisés dans les villes capitales. Donc, qui disposent de capitaux sociaux, culturels et économiques aussi, qui sont extrêmement différents de mes instituteurs, entre guillemets. Et jusqu'ici, en fait, on avait une histoire qui était, d'une certaine manière, statocentrée, au sens où, en fait, le grand récit des mouvements contestataires au Maroc et de leur répression, c'était l'histoire d'un affrontement entre ces élites politiques-là, même si elles étaient dominées, et les appareils sécuritaires, mais à l'échelle des capitales. Et donc, tout ce qui s'était passé dans des plus petites villes ou dans des territoires de steppe, dans les palmeraies, etc., du sud-est du Maroc, ou dans des zones de moyenne montagne, et était quasi passé sous silence. En fait. Donc, on avait une histoire, un grand récit, qui répondait d'ailleurs assez bien à ce que, en quelque sorte, au point de vue de l'État sur la répression. Et là, on a ces instituteurs qui disent « oui, mais là, vous oubliez que les bagnes, ils étaient au cœur de nos hameaux et qu'on a vécu pendant plusieurs années le blackout, c'était les enfants du village qui devaient creuser les trous quand il y avait des gens qui mouraient, etc. etc. Et donc, nous, on a souffert et on continue de souffrir de ça. On a été délibérément maintenus à l'extérieur, etc. » Alors, le territoire comme ressource de coordination, sans doute, mais là, c'est aussi une difficulté, c'est-à-dire, y compris quand j'ai fait du terrain là-bas, dans la région d'Ottawa, on dit que tout est à 10 minutes. Et moi, je me suis rendu compte que dans ces zones-là, tout était à 1 heure de voiture. Quand on a une voiture. Et des choses que j'ai faites quand j'enquêtais pour passer d'un village à un autre, en fait, c'est que je faisais taxi, parce qu'il y a toujours quelqu'un qui fait du stop sur le bord de la route, parce qu'il va aller au souk d'à côté, ou c'est l'heure de la prière, mais c'est un vieux monsieur qui a 90 ans, il se dit que cette fois-ci, il ne va peut-être pas faire les 3 bornes à pied, et donc il va se faire déposer, etc. etc. Donc, tout est à 1 heure, c'est-à-dire, oui, il y a des routes, elles sont de relativement bonne qualité, elles ne sont pas très fréquentées, sauf par les gamins qui vont et reviennent de l'école en vélo par Noria, mais tout est loin, en fait. Et on est loin de tout parce qu'on est loin des grandes villes, parce qu'on est entouré, en fait, encore d'une série de montagnes. Et donc, le territoire, là, d'une certaine manière, il saute au visage, d'accord ? Et ce qui va être intéressant, c'est que ça va être redécouvert par ces élites, dans un deuxième temps, par les élites des mouvements sociaux contestataires qui sont passés dans l'action publique et qui vont dire « Ah oui, ok, il y avait tout un pan de l'histoire qu'on avait manqué. » Et ce qui est intéressant, c'est que ce qui les intéresse littéralement dans cette façon de construire la répression et de ses effets sur les populations, et donc les recettes d'action publique qu'ils veulent mettre en route, c'est qu'en fait, ça leur permet d'entrer en relation avec d'autres types d'acteurs et donc de sortir du face-à-face avec leurs anciens camarades dont ils sont devenus des adversaires extrêmement résolus. Et donc là aussi, cette façon de relire la répression et son histoire et ses effets sur les populations, c'est aussi une manière de lui donner une formulation assez consensuelle, c'est-à-dire en fait, en des termes de traitement de la question sociale. Voilà. Mais encore une fois, je suis bien d'accord avec Gilles que le territoire, c'est un métier et que donc il y a toute une série de choses qu'il faut creuser. Voilà. Merci, Gilles. Une blague un petit peu, hein, c'était une boutade, mon histoire. C'était surtout pas une volonté de m'approprier ou de réserver aux territorialistes en sciences politiques cette question-là. Merci. Ah oui, et pardon, tout à l'heure, en fait, je pensais que je répondais à tout le monde, mais en fait, c'est parti juste chez Gilles, mais il y a les travaux de Choukri Ahmed sur les mobilisations dans les foyers Sonacotra, et je pense qu'en sciences politiques, en sociologie politique et sociologie des mobilisations contestataires, ça a été en France un de ceux qui sont allés regarder de plus près. Et puis, bon, il y a l'article canonique, enfin,
c'est un livre qui fixait le nouveau canon de la contentious politics, mais il y a l'article de Sewell. D'ailleurs, c'est intéressant parce que Sewell, c'est ce qui représenterait ce qu'on appellerait nous un historien, et c'est Sewell qui fait l'article sur Space and Contention dans le reader de toute la bande, hein, Tilly, Taro, Macadam, etc., etc. À la fois qui voulait ouvrir de nouvelles avenues, mais c'était surtout aussi une façon de les estampiller à l'époque et de leur donner de les rattacher à l'orthodoxie. Merci Frédéric. Gilles, voulez-vous réagir aux commentaires de Jeanne et d'Antoine et peut-être aussi de Frédéric? Non, je crois que j'ai assez monopolisé la parole. Je préfère que s'il y a des remarques dans la salle, elles se fassent maintenant. On a 10 minutes encore, c'est ça, hein? 10 minutes, un quart d'heure. Ouais. Hein? Oui, en fait, oui, on a encore du temps. Puis le technicien peut donner le statut de panéliste à tous les participants. Comme ça, vous pourrez, aux 14 participants, excluant les panélistes, poser vos questions directement. Ou, si vous êtes trop timide, posez les questions dans le questions et réponses, le Q&A. Alors, oui, Anna, à ta question, le technicien peut donner la parole aux panélistes. Seulement écrire dans le Q&A quand vous voulez parler, j'imagine. Est-ce qu'il y a des questions de la part de nos 14 participants? Quand même 14 pour un lancement. Hein? Ça nous aurait coûté cher en vin, ce truc-là. Ah oui, il y a quelques mains de levée. Donc, Yann Fournis. Je ne sais pas si vous avez... oui, c'est bon. Le son doit fonctionner. À vous. Yann? Yann, à toi. Allez, Yann, fais pas ton timide. Je ne sais pas, il y a des trucs. OK, Yann, je crois que mon micro a des soucis. Ah, voilà. C'est bon, on vous entend. Yann will rejoin us as a panelist shortly. Sorry, Andrew, I didn't get what you just said. Sorry. Yann will join us as a panelist in a second. He's been promoted. OK. Thank Il you. change son statut. Hein. OK. On va attendre quelques secondes, puis... Yann, veux-tu poser ta question dans la question-réponse, puis on va pouvoir en prendre connaissance. Ça y est, les panélistes, normalement, on va pouvoir parler sans souci. Mais... Peut-être passer à une autre question, s'il y en a une. D'autres questions? On voit Yann maintenant. On te voit. Andrew, mais il parle pas. Et on Andrew, m'entend pas. is Yann mic open or is he in as a... Talking to us, his microphone is not coming through clearly. OK. Il y a 2 ans de confinement, il ne sait toujours pas su utiliser son micro, c'est quand même triste.
Il y avait une autre question où j'ai rêvé. Oui, mais j'avais vu une autre main levée, Vous mais je me m'entendez? souviens. Ah oui, Oui. Yann, on vous entend. Donc là, pour le coup, c'est moi qui vous entends plus. Juste. Est-ce que vous m'entendez? Oui. Bon, ok, merci. Ouf. Merci de votre patience, merci à tous. Juste, surtout que ça va être une question assez confondante de naïveté. D'abord, ça fait vraiment plaisir de retrouver des définitions un petit peu dures et fortes de la territorialisation. Moi, j'aurais une question beaucoup plus, donc un petit peu lointain. C'est une littérature que je fréquente un petit peu moins que par le passé. Par contre, je trouve ça super intéressant, effectivement, de tester l'hypothèse de la territorialisation à d'autres cycles. On sait, enfin, dans le cycle, à d'autres phases, on sait qu'on a beaucoup travaillé, enfin, le territoire est beaucoup monté dans les politiques publiques par le biais de la mise en œuvre, etc. Au départ. Puis moi, la question que j'aurais, c'est est-ce qu'on peut… Alors, donc, Gilles a laissé entendre un petit peu que ça marchait parfois ça marchait moins bien. Est-ce qu'on peut dire que qu'est-ce que ça nous apprend sur le rapport entre politique publique et territoire? Est-ce que ça veut dire que le territoire va être plus intéressant pour examiner certaines phases? Est-ce que, finalement, bref, est-ce que ça marche globalement? Est-ce que ça nous permet de déplacer des enjeux par rapport à ce qu'on a pu voir un petit peu le glissement territorial de l'action publique que nous montrait la mise en œuvre? Voilà. Qu'est-ce que ça nous apprend sur la territorialisation du politique de manière plus générale? Voilà, donc je ne sais pas si ça valait le coup que je retrouve le micro, mais bonne chance. C'est effectivement une excellente question, mais je ne suis pas sûr que ce numéro à lui seul permette d'y répondre. Si je me lance, mais Gilles pourra compléter, infirmer, contester tout ce que je vais dire, je pense que le pari qui est fait, c'est effectivement de se dire qu'il y a, enfin tu l'as bien compris, tu l'as bien saisi, effectivement, c'est de se dire qu'on peut peut-être interroger dans le processus d'action publique d'autres choses que la décision aussi à être explorée au niveau local. Parce qu'on parle, quand Gilles fait allusion aux approches lilloises de l'Interco, on est sur des processus décisionnels. Bon. Je pense qu'effectivement, l'intérêt, c'est d'aller vers la construction des points publics. Il ne s'agit pas de dire, alors attention, il ne faut pas faire dire à ce numéro ce qu'il ne veut pas dire, qu'il y a une affirmation nécessairement du local comme lieu de production des problèmes publics. Ça, je ne sais pas si on peut le dire. Je pense qu'il y a toujours eu une production locale de problèmes publics et que ce qui est peut-être nouveau et intéressant, c'est que le territoire est devenu une étiquette en tant que tel. C'est-à-dire qu'on peut étiqueter un problème comme territorial. Et ça, c'est plus récent. Enfin, c'est plus récent, ça fait sans doute 40 ans, mais c'est plus récent dans l'histoire des politiques publiques. C'est-à-dire, voilà, il y a des problèmes qui sont essentiellement des problèmes de territoire. Alors qui peuvent être des problèmes d'architecture institutionnelle, comme le Grand Paris, mais qui peuvent être aussi des problèmes localisés, etc. Et donc le territoire comme un registre argumentatif. Et ça, je trouve ça intéressant de se poser cette question-là, sans dire que ça traduit forcément un dépassement de l'équilibre des politiques publiques. Hein. Ça, je ne me permettrai pas de dire ça, mais je pense qu'il y a quand même une évolution. Et je dirais que ça. Moi, je ne vais pas répondre à la question de Diane, je vais rajouter une question. Pourquoi territoire et pourquoi pas échelle? Mais c'est encore à moi de répondre, c'est ça? Oui, ouais, c'est toi le patron. Oh merde. Parce qu'échelle, pour moi, ça renvoie effectivement… alors, ce que j'aime bien dans le terme échelle, c'est plutôt le côté multiscalaire, c'est l'idée qu'il y ait plusieurs échelles, ça j'aime bien. Mais ça renvoie très rapidement à l'idée, en tout cas quand on parle de problème public, quand on passe échelle, on passe agenda. C'est-à-dire que ça associe, on passe agenda, on passe mise en œuvre, régulation. Et je pense que c'est un terme on pourrait dire échelle. Hein. Je pense que c'est pas, je ne suis pas arc-bouté sur les termes, mais je trouve que pour le coup, échelle n'est pas une étiquette. Personne dit c'est un problème d'échelle. Par contre, effectivement, ça fait sens de dire que c'est un problème territorial. Alors, autrement dit, c'est dans les usages, et là je parle vraiment des usages d'étiquetage, dans le naming, le territoire, ça existe. Hein, et la territorialisation, c'est un processus qui renvoie aussi à un terme qui est mobilisé par les acteurs sociaux pour faire sens. Le terme d'échelle, c'est un terme qu'on utilise, je pense que c'est un terme qui, pour le coup, sans doute plus savant, mais qui renvoie moins à une forme de processus de catégorisation des problèmes publics. Si je peux aller très vite là aussi dans ma réponse, qui demanderait à être plus argumenté quand même. Mais je vois qu'il est 17h, c'est pour ça. On m'avait dit qu'il fallait qu'à 17h soit fini. Hein. Il y a 5 participants qui sont encore, qui ont, enfin, apparemment, le système a de la difficulté à vous
à vous amener de l'autre côté du mur. Alors, si vous avez des questions, vous pouvez les poser dans le Q&A. Sinon, est-ce qu'il y a des participants qui sont maintenant du côté caméra? Est-ce qu'il y a des participants ou des participantes qui ont des questions? On a encore un peu de temps, là. Il n'y a pas de... À moi, il n'y a pas de... Guylain Bernier, allez-y. Oui, bonjour. Ben, tout d'abord, je voudrais remercier tous les auteurs pour ce que vous avez écrit et tout ça. Mais moi, j'ai une question peut-être un peu plus générale parce que j'ai bien aimé la distinction entre la fabrique et la construction. Donc, vous dites que, en fin de compte, le problème public, c'est fabriquer si on veut. Mais on sait que je peux faire l'allusion aussi à l'usine si on veut. Mais quand on parle du milieu industriel de l'usine qui fabrique des choses, il y a aussi l'autre pendant qui est le bâtisseur, la personne ou les personnes qui ensemble construisent des choses. Est-ce que, d'après vous, cette fabrique-là n'est pas en train de se fissurer pour laisser place tout d'un coup à plus de personnes, plus de bâtisseurs qui tout d'un coup veulent prendre place et essayer de changer un peu les choses? Parce que, d'après ce que vous avez mentionné, c'est qu'on regarde de plus en plus le domaine micro. Donc, s'il y a quelque chose au niveau micro-territorial, c'est parce qu'il y a peut-être des gens qui veulent devenir des bâtisseurs et tout ça. Est-ce que vous avez cette impression-là dans notre société actuelle qu'on tend vers cette nouvelle mouvance-là, si on veut? Merci beaucoup. Je pense que c'est encore à moi d'essayer de tenter un truc. Je trouve que la question, elle est intéressante, mais je ne suis pas sûr, encore une fois, d'avoir une réponse très, très tranchée. C'est-à-dire qu'il y a un a priori derrière la question, c'est que plus on localiserait, plus ça ouvrirait l'arène de fabrication. Autrement dit, plus il y aurait d'entrepreneurs qui pourraient entrer dans la concurrence pour définir. Ce que montre, alors je le dis très modestement, mais ce que montre notamment, je pense au papier de Chabière, c'est qu'on peut aussi avoir des formes d'enclosure de la construction des problèmes publics au niveau local. On retrouve ça aussi dans le papier d'Antoine, hein, ceci dit, effectivement, c'est pas parce qu'on est à l'échelle locale qu'il y a forcément une ouverture de la scène pour la construction des problèmes publics. On peut avoir aussi des formes, alors je pense à des travaux, hein, notamment ceux d'Emmanuel Henry, qui montrent effectivement comment on peut des fois contenir, je n'ose pas faire référence à l'actualité pour dire à confiner, mais c'est un peu ça, c'est l'idée de confiner effectivement les scènes dans lesquelles on construit les problèmes publics. Donc moi, j'aurais tendance à nuancer l'a priori selon lesquels, parce qu'on est en une échelle micro, il y aurait une plus grande facilité à rentrer dans l'arène et à discuter de la définition des problèmes publics et à fabriquer des problèmes publics. Je pense que ce n'est pas si évident que ça. Je pense qu'on a aussi il y a des formes des registres bureaucratiques au niveau local. Il y a des arcanes de la construction des problèmes publics. Et donc, moi, je ne systématiserai pas l'équation que vous semblez poser, mais j'espère avoir bien compris, entre échelle micro et ouverture. Je ne suis pas sûr que ce soit systématique. Ça peut l'être, mais on pourrait l'avoir aussi au niveau national. C'est une façon de répondre à une question par une question, hein, mais je pense qu'elle est intéressante aussi. Est-ce qu'il y a d'autres questions, d'autres interventions? Ce n'est pas obligé d'être des questions, hein. Ça peut être seulement des interventions. C'est bon? Ben, écoutez, merci à tous d'être venus aujourd'hui pour cette heure de lancement. C'est très important pour nous de pouvoir, pour la revue, en fait, de pouvoir disséminer ses connaissances et surtout faire connaître un peu plus la revue. Alors, un petit mot marketing ici, parlez-en à vos amis. On a une revue qui est sérieuse et qui offre un service, je dirais, gants blancs. Alors, profitez-en. Non, sans blague,
On est très heureuse en fait de pouvoir accueillir les auteurs, les voir aussi, leur donner la parole. Merci, un grand merci à Gilles d'avoir accepté de lire les papiers, de les commenter. On est tous très occupés, on sait ce que ça représente comme travail. Alors, merci encore une fois. Merci à Sébastien d'avoir mené aussi le numéro, hein, parce que c'est en grande partie son travail qui se reflète dans ce numéro-là. Et évidemment, merci aux auteurs d'avoir contribué. Alors, bonne journée, fin de journée pour la plupart d'entre vous, puisque nous, on commence, mais vous finissez. Et à bientôt. À bientôt, merci. Merci beaucoup. Merci.